Comment meurt une démocratie? Comment survient une catastrophe? Comment surgit l'improbable, l'impensable? C'est de tout cela dont nous parlons depuis le Musée de la Libération de Paris, en travaillant la résonance avec l'année 40, quand la France s'effondre. Pas seulement un effondrement militaire en quelques semaines, mais le suicide d'une république, la Troisième République. Et du coup, tout un personnel politique d'hier qui passe du côté obscur de la force, qui accompagne la collaboration, l'abjection, le crime contre l'humanité avec le maréchal Pétain, avec Pierre Laval, avec le régime de Vichy. C'est de tout cela dont nous parlons avec l'historien Renaud Meltz, qui a participé à un maître ouvrage sur la dictature de Vichy. Bienvenue à l'échappée. L'expérience de Vichy continue de nous parler plus de 80 ans après. Cette période constitue dans l'histoire contemporaine de la France la seule expérience d'union des droites, l'unique fois où les idées et des hommes d'extrême droite ont été au pouvoir. Le discrédit s'en est suivi. Mais aujourd'hui, une digue, née de l'histoire, qui tenait depuis 80 ans, pourrait bientôt céder. Vichy a montré ce que donnent les idées de l'extrême droite portées au pouvoir. Des mesures d'exclusion visant minorités injustement brimées et ennemis politiques plus ou moins imaginaires. L'extrême droite nationaliste, délégitimée à la suite des crimes du nazisme et de ceux des régimes collaborateurs, fascistes ou fascisants en Europe, est revenue en force en Occident, avec la même haine foncière des idéaux d'égalité et de liberté, le même mépris de l'état de droit, la même tendance à désigner des boucs émissaires. Prêcher l'union, mais établir comme priorité la nécessité de mesures réprimant certaines catégories de la population. Tel est le credo de l'extrême droite, hier comme aujourd'hui. Vichy en a donné en France un avant-goût amer que certains voudraient faire oublier. Renaud Meltz, bienvenue à l'échappée. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et l'un des contributeurs de ce formidable Vichy, Histoire d'une dictature, dirigé par votre collègue Laurent Joly, dont je viens de citer un des passages de la conclusion. Vous avez écrit sur toutes sortes d'autres sujets, mais tout récemment, un autre livre qu'on va évoquer, Égaux ou Libre, qui parle de la démocratie française, de sa crise aujourd'hui. Et dans ce livre, vous posez d'ailleurs une question, que peut nous apprendre l'histoire? Et c'est ma première question. Nous revisitons cette histoire, Vichy, 1940, un effondrement guerrier de la France, sidérant, c'était notre premier épisode avec Julian Jackson. Et puis là, nous allons revisiter l'histoire d'une dictature, l'effondrement, mais à toute vitesse, d'une démocratie, recyclant le vieux personnel politique, recyclant le personnel administratif, le personnel judiciaire, le personnel médiatique, le personnel intellectuel. Que peut nous apprendre cette histoire aujourd'hui? L'histoire, ce n'est pas l'étude du passé, c'est l'étude du temps. Et ce que nous apprend l'espèce d'effet de sidération de 1940, c'est qu'il faut une défaite, celle qu'on croit être la plus grande armée du monde, et on n'est pas dans cette configuration. Donc on va faire des comparaisons, mais on ne va pas faire d'analogie terme pour terme, car on n'est pas dans cette situation. En revanche, ce qui est très intéressant, et le texte que vous citiez de Laurent Joly est très évocateur, c'est le rapprochement de droites très différentes qui ont un rapport à la démocratie libérale. Il faut bien tenir les deux mots ensemble pour comprendre ce qui se passe, est très différent. Et cette coagulation de droites qui ne s'aiment pas normalement, qui ne travaillent pas ensemble, on pourrait en citer peut-être trois différentes qui vont collaborer à Vichy, j'emploie évidemment le mot collaborer avec un peu de malice. C'est une droite qui tient pour partie d'abord au libéralisme, une droite dont Paxton, je vois que vous avez le livre de Paxton ici, a bien identifié le caractère à la fois un peu novateur d'abord dans l'histoire de France et il a montré d'une façon très novatrice son rôle et son emprise dans Vichy qui n'est pas qu'un ramassis de maurassiens. Donc il y a cette droite, on va dire, plutôt technocratique qui a fait ses armes au milieu des années 30, notamment dans le gouvernement de Pierre Laval. Pierre Laval est peut-être le premier sur les questions économiques et financières, notamment à dire
il ne faut pas faire d'idéologie, une espèce de façon de récuser l'idée et l'idéologie, de mettre en avant le bon sens et de mettre en avant une espèce d'expertise qui serait celle des technocrates, de ceux qui savent mieux que le peuple. Et là, on revoit quelque chose de peut-être commun dans ces trois droites qu'on va évoquer, c'est l'idée de hiérarchie, d'inégalité. Au fond, ce sont ceux qui n'acceptent pas de la Révolution française cet héritage et cette croyance, au fond, qu'il y a une véritable égalité, une véritable intelligence collective. Et donc, Pierre Laval avait mis aux commandes, on va dire, de sa politique de déflation pour lutter contre la crise de 29, trois hommes dont deux n'auront rien à voir avec Vichy. Donc il ne s'agit pas du tout de dire d'une façon mécanique ou déterministe que toute la droite libérale et technocratique va se rallier au vichisme. Et à Pétain, ce n'est pas le cas, mais l'un des trois va être plus compromis. Donc c'est quelqu'un qu'on a largement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Gignoux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Laval a introduit cette idée que des gens qui ont une expertise vont mieux gérer les affaires, notamment économiques et financières, que les idéologues ou que les partis. Cette haine des partis, qu'on retrouve d'ailleurs, il faut être très nuancé, en partie chez De Gaulle à ce moment-là. Donc on a cette droite technocratique dont on a oublié certains des représentants qui ont pourtant un rôle majeur pendant la guerre, notamment Bichelonne, je le cite en premier parce qu'il est particulièrement oublié, et c'est la quintessence, si vous voulez, de cette excellence à la française. C'est un polytechnicien qui a joué un rôle auprès de Dautry, qui est un autre de ces technocrates qui avait travaillé pour Laval, qui a participé à la mise en place de la SNCF, on n'est pas très loin ici de la gare Montparnasse, bienvenue, mais un des créateurs, on va dire, de la SNCF, c'est Dautry, et Bichelonne a joué un rôle clé. Mais on pourrait citer quantité, en fait, de ces hommes de droite, François Lehideux, on pourrait citer Paul Baudouin. Ce sont souvent des gens qui viennent de la banque. Paul Baudouin vient de la banque de l'Indochine. Beaucoup viennent, où on travaillait dans l'entourage de la banque Worms, où on dirigeait des sous-groupes de la banque Worms. Ça paraît un peu vertigineux, parce que le président, directeur général du groupe Worms, qui était à la fois un armateur et un banquier, était juif, mais une bonne partie des élites de cette droite technocratique, notamment Jacques Barrot, viennent du groupe Worms et vont donner cette image finalement de compétence, de compétences quasiment scientifiques. Et ça touche effectivement une partie d'un libéralisme qui est à la fois issu, il faut bien le dire, de la Révolution française et qui en même temps s'en dissocie très vite. Ce sont ces libéraux qui ne veulent pas de la démocratie et c'est tout le problème, c'est qu'on peut être libéral sans être démocrate, on peut d'ailleurs aussi être démocrate sans être libéral. Et donc il y a ce premier ensemble qui a été longtemps méconnu, que Paxton a mis en avance, puis il y a deux autres groupes qu'on connaît peut-être mieux, qui sont plutôt issus de l'Ancien Régime, qui refusent en bloc l'héritage de la Révolution française, qui vont entourer Pétain, qui s'inscrit plutôt dans cette espèce de tradition légitimiste, qui vomit le régime parlementaire, mais plus généralement, et le libéralisme et la démocratie. Puis il y a un troisième groupe que finalement on méconnaît aussi un petit peu et qu'on a remis en lumière peut-être involontairement avec le film Le Rayon et les Ombres, avec Jean Lucher, qui sont des gens qui sont vraiment ralliés au fascisme, au nazisme, et dont on connaît peut-être un peu les noms à travers plutôt des intellectuels comme Brasillac ou comme Rebattet, l'auteur des Décombres. Mais c'est vraiment Brasillac peut-être le plus intéressant parce qu'il permet de comprendre aussi cette espèce de synthèse entre des dynamiques qui sont venues de la gauche et des idées qui sont venues de la droite et qui expliquent le succès de ce fascisme. Ce que vous soulignez bien, et votre contribution dans cet ouvrage collectif reprend le fait que vous êtes le biographe de Pierre Laval, vous avez fait la biographie de référence sur Pierre Laval, qui est au fond un personnage, on va y revenir, qui fait vraiment la transition entre le monde de la Troisième République et le monde de la collaboration jusqu'à la perdition et on pourrait dire l'abjection morale. Et en effet, vous soulignez, et c'est ce que vous prolongez dans nos débats d'aujourd'hui avec Égaux ou Libre, comment, au fond, le socle idéologique qui permet toutes ces dérives et qui permet que se retrouvent des gens qu'on croyait républicains ou démocrates et des gens qui étaient profondément antidémocrates, c'est la haine de l'égalité. C'est-à-dire la haine de ce moteur de l'émancipation. Nous naissons libres et demeurons, n'oublions pas le demeurons, libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence. Et aujourd'hui, on pourrait ajouter de sexe, de genre. Vous avez mentionné, en effet, j'ai apporté le Paxton, la France de Vichy, qui fut pour notre génération un événement en 1972, tout d'un coup
on est encore au moment où le placard de Vichy est fermé en France. Le chagrin et la pitié, le film de Marcel Ophuls, a été interdit, y compris, ça va durer. François Mitterrand va fermer ce placard durablement, puisque lui-même avait été au début pétainiste. Il avait même eu la Francisque et beaucoup d'amis. On va reparler parmi ses amis de Jeantet ou de Bousquet. Mais l'événement de Paxton, c'est que justement, il est le premier historien américain qui montre à la France combien Vichy ne nous est pas étranger, combien l'histoire du sursaut gaulliste et de la résistance intérieure ne suffit pas à effacer cette histoire qui traverse toujours notre présent. D'où ma question, en tant que porte-parole, j'allais dire, du collectif, le bandeau qu'a fait l'éditeur, c'est les dernières découvertes sur la France de Pétain. Par rapport au Paxton, votre nouvelle génération d'historiennes et d'historiens, il y a des contributions très originales de collègues historiennes sur la cour de Vichy, sur la propagande, sur etc. Quel est, en résumé, l'apport avec ce mot dictature? C'était une dictature, ce fut d'emblée une dictature, dès le vote d'effondrement à Vichy le 10-11 juillet 40, tout d'un coup, la République s'effondre sur elle-même, à part ceux qui ne sont pas là et ceux, ils sont très peu, qui votent contre, mais la majorité des sénateurs et des députés votent la fin de la République. Elle s'effondre elle-même, ce n'est pas les nazis qui imposent un régime. Quelle est, dans ce paysage-là, l'historiographie, vos travaux, tout ce que vous avez trouvé de nouveau, qu'est-ce que ça permet de comprendre ? Je pense qu'il y a une petite révision de la périodisation, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que Vichy devient un État fantoche en novembre 1942 quand le débarquement... C'est l'été 1943, le tournant. Voilà. On repousse peut-être un peu le tournant. On prend plus au sérieux aussi la question de la belligérance masquée de la France, notamment sous le gouvernement Darlan. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu à oublier parfois que déjà Darlan va très loin en Afrique du Nord dans la volonté de faciliter les choses pour le Troisième Reich. L'amiral Darlan. L'amiral Darlan qu'on a revu beaucoup tout récemment dans le film Le Diptyque sur la bataille de Gaulle. Et qui est assassiné. Qui est assassiné par un personnage historique qui est un tout petit peu fictionné dans le film, ce qui est un allié objectif du gaullisme en l'occurrence, parce qu'il évite effectivement une forme de protectorat américain, une espèce d'alliance entre Darlan, le Darlan de Vichy qui se serait nettoyé. Et que les Américains étaient prêts à jouer. Absolument. Ils étaient prêts à recycler cyniquement ce vichiste antisémite. De même qu'ils n'ont pas de problème avec Pérouton et que les gaullistes vont avoir du mal à effectivement vraiment tourner la page, notamment du décret Crémieux, de l'abrogation du décret Crémieux, et finalement l'abrogation du décret Crémieux donnant la citoyenneté aux Juifs française aux Juifs d'Afrique du Nord sous la Troisième République. Donc finalement, on a tendance parfois à avoir le sentiment que l'Afrique du Nord est séparée ou que les Allemands n'ont pas de conception de l'alliance militaire qu'ils peuvent avoir avec les Français dans l'Empire. Et à cet égard, on réévalue un petit peu l'importance de Darlan. Je crois d'une façon générale que l'aspect biographique, la prise en compte des acteurs, même s'il ne s'agit pas de revenir à une historiographie à la papa, mais effectivement la biographie que vous avez eu la gentillesse de citer de Laval, mais aussi celle de Pétain et celle de Darlan, donc les trois contributeurs ont participé à une espèce de compréhension fine également de ces dissensions, de ces jeux très compliqués au sein même de Vichy, entre Vichy et Paris, avec tous ces ultras de la collaboration qui servent beaucoup les Allemands parce qu'ils permettent effectivement de mettre la pression notamment sur Laval. C'est-à-dire que Laval a toujours le sentiment d'être un modéré, d'être quelqu'un qui joue le rôle d'un amortisseur par rapport à ce que serait un parti unique, comme le voudrait un DA ou un Doriot, par rapport à ce que serait la politique justement de belligérance. Il ne faut pas oublier qu'ils ont des motivations assez différentes, même s'ils font la même chose et qu'ils sont co-responsables de ce qu'ils font, mais la motivation néanmoins largement indivise à des gens aussi différents que quelqu'un qui vient de la gauche antimilitariste comme Laval et de la droite maurassienne nationaliste qui est soi-disant normalement très anti-germanique et plutôt va en guerre et qui s'avère complètement défaitiste. Ça c'est aussi une des grandes leçons de Vichy, c'est que ceux qui prétendent mieux que le peuple, mieux que les anonymes défendent les intérêts de la patrie sont ceux qui bradent les intérêts de la patrie. C'est le vrai parti de l'étranger. C'est le vrai parti de l'étranger absolument et bien pire que Guizot puisqu'on avait
à l'époque, c'était un des reproches qu'on faisait à Guizot, mais bon, c'est un autre siècle. Non, ce qui est intéressant, c'est comment ces ultras de la collaboration permettent à Laval, comme non belligérant, d'avoir le sentiment, sans doute avec une certaine bonne foi, de protéger la France de la belligérance. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi dans les faits de sidération de 40 et le choix de la collaboration, qui quand même procède largement de Laval et qui surprend en partie certains des vigisto-résistants ou de l'entourage nationaliste de Pétain, c'est la conviction qu'à Laval, et qui est quand même largement partagée, d'une part que l'Allemagne va remporter la guerre, même si les opérations tournaient court à l'été 40 face au Royaume-Uni, mais aussi une chose sur laquelle, là, j'insiste personnellement, je me permets parce que je ne veux pas embrigader ou rallier mes camarades dans mon combat, mais je crois que c'est quelque chose que l'historiographie sous-estime beaucoup, c'est la hantise de Versailles. C'est-à-dire que tous ces hommes politiques qui font 40 ont été construits par le traité de Versailles. Par exemple, la Première Guerre mondiale. Voilà, Laval est député dans la Chambre qui, d'ailleurs, lui, ne va pas voter la ratification du traité de Versailles. Ils sont tous hantés par comment ça va se terminer, ce conflit. Il y aura, bien sûr, des opérations militaires. Que deviendra l'Angleterre? Eh bien, la hantise de Laval, et il n'est pas le seul, c'est de dire, en fait, il va peut-être y avoir une paix blanche. C'est-à-dire que sur le plan militaire, peut-être que les Allemands n'arriveront pas complètement à dominer les Anglais, surtout si effectivement la réserve industrielle des États-Unis joue en leur faveur. Et dans ce cas-là, nous, les Français, et il intériorise, c'est très intéressant d'ailleurs, les clichés racialistes et culturalistes qui font des Français un peuple latin, de petit lui-même est un petit brin qui se voit vilain, qui a subi beaucoup de racisme, on va dire, enfin racisme, le terme est peut-être fort, mais de dédain, on va dire, de la part de ces grands aristocrates anglais comme Eden, qu'on voit aussi dans le film, espèce de grands anglais qui ont plutôt vocation, dans les yeux de Laval, à s'entendre avec les Allemands. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi une partie d'intelligentsia anglaise qui est assez poreuse à l'idée que les anglo-saxons sont une race peut-être supérieure, que le protestantisme vaut peut-être mieux que le catholicisme, etc. Et donc, il y a cette conviction dans les élites, et notamment très forte chez Laval, que si on ne s'entend pas politiquement avec les Allemands, si on ne fait pas une collaboration sur un plan politique, sur un autre plan que la convention juridique d'armistice, il va y avoir une paix entre les Britanniques et les Allemands un jour, et les Français, on fera aux Français ce que les Français au font les Allemands, c'est-à-dire le fameux article qui impute la responsabilité à la fois morale et matérielle de la guerre aux Allemands dans le traité de Versailles, et qui a fait payer les réparations, qui a fait d'ailleurs un problème diplomatique constant dans les années 20 et encore au début des années 30. Voilà, Laval pense que si on ne s'entend pas avec les Allemands, il va y avoir un traité de paix, on n'oublie pas que l'armistice, ce n'est pas un traité de paix, il va y avoir une négociation de paix dont la France sera victime. Et donc les politiques feront mieux que les militaires, et par crainte géopolitique, on dirait aujourd'hui que la France soit marginalisée dans une Europe où les vainqueurs ou les non-vaincus comme l'Angleterre et l'Allemagne s'entendraient, il faut à tout prix s'entendre avec elle. Vous avez très bien répondu à la question qui était qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, y compris vous parliez des biographies, dans ces biographies, y compris vous abordez votre nouvelle génération, des questions qu'on ne fait pas d'habitude, les questions un peu psychologique. Freud peut apprendre des choses aux historiens, comment des caractères et des transgressions sont révélées par les périodes historiques. Nous les avons sous les yeux avec Donald Trump, et donc il n'y a pas de raison que ça n'ait pas joué dans le passé. Mais surtout, ce que vous montrez très bien et qui pose la question éthique et la question d'éthique en politique, c'est qu'en fait, Vichy, c'est la convergence de toutes sortes d'univers où on voit comment aboutissent, comment on a laissé installer toutes sortes d'automatismes intellectuels. On a parlé de la haine de l'égalité, mais vous venez de parler de l'anglophobie. Nous, on est latin, la latinité et les anglo-saxons. Toute une sorte de substrat ou de marécage culturel qui va fédérer des gens très différents. Le paradoxe, c'est qu'à Vichy, l'action française n'est pas au cœur de Vichy, elle est plutôt à Paris. Vous avez parlé de Déa, le RNP, ou de Doriot, donc l'un, Déa venant du Parti socialiste dans sa jeunesse, comme d'ailleurs Laval a été socialiste au tout début de sa carrière, et Doriot est communiste, et qui vont être des ultras de la collaboration, mais eux, ils restent à Paris. Vichy est un univers qui fédère tout un autre univers. Et c'est ça, je trouve, très fort, qui résonne pour nous.
c'est souvent, j'aime dire que pour dévaler un escalier, il n'y a que la première marche qui coûte. Et à travers le personnage de Laval, qui est une sorte d'affairiste, le politicien véreux, de magouilleur, de tacticien, etc., qui a sa richesse, il possède l'eau Châteldon, c'est une très bonne eau, du coup, mais elle existe toujours, mais il a ça parmi son portefeuille et son argent, et on voit derrière ce personnage comment, derrière les affaissements, il y a aussi comment ça fait surgir toutes sortes de figures amorales qui se fédèrent à ce moment-là, et ça vaut dans l'administration comme dans la politique. Et c'est d'autant plus curieux que la moralité est une des catégories qui est mise en avant par Pétain et qui rallie d'ailleurs beaucoup au départ. Là aussi, on a un point commun, et c'est pour ça que je disais que l'histoire, c'est la science du temps et de la durée, et pas seulement du passé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'esprit de pénitence à Vichy autour du maréchal Pétain, et quand on relit quelqu'un d'aussi éloigné de Pétain que Gide, on voit que ça prend, ça fait écho dans des univers culturels très, très différents. C'est-à-dire que le grand libéral sur tous les plans qu'est André Gide, parfaitement immoral, c'est vraiment tout ce que vomit a priori le milieu de Pétain, l'homosexualité, l'anticolonialisme, la méfiance par rapport aux valeurs familiales traditionnelles, enfin on pourrait quasiment... Famille Geoffouet, la mise en critique de tout argument d'autorité, de toute autorité traditionnelle, eh bien, il rentre dans cette logique de la pénitence, de la mauvaise conscience, effectivement, ces phrases qui sont écrites d'ailleurs, on le sait, par quelqu'un d'éminemment sympathique, dont le nom m'échappe, mais vous allez m'aider, le mari de Mireille, qui est lui-même Emmanuel Berle, qui a écrit les formules les plus percutantes de Pétain. Journaliste de gauche, figure de Marianne, c'est pas le Marianne d'aujourd'hui, et qui écrit les 3 premiers messages les plus célèbres sur l'esprit de la jouissance, les mensonges qui vous ont fait tant de mal, la terre ne ment pas. Et il y aura, je signale, parce que ce personnage va quand même s'égarer, et juif, et du coup va se retrouver, il y a une rencontre entre Patrick Modiano très belle, qui va en 68, il va y avoir une sorte de confrontation entre le Modiano qui écrit Place de l'Étoile, la Place de l'Étoile c'est l'étoile jaune, donc c'est la contribution française de Vichy au génocide, au crime contre l'humanité, et il va confronter Berle qui est de ces figures de l'égarement de l'époque. Absolument. Ouais. Mais avec beaucoup de délicatesse et sans reproche, c'est des échanges qui ont été publiés qui sont très beaux. Mais effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites là. Il n'y a que la première marche qui compte. En fait, Laval, la première marche, ça fait très longtemps qu'il a dévalé. C'est-à-dire, vous avez dit, il vient de l'extrême gauche. C'est-à-dire que la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, le trouve en 1911, la première fois qu'il se présente sous les bannières de la SFIO, trop radical, c'est-à-dire que c'est un anarcho-syndicaliste, c'est quelqu'un qui veut mettre à bas la République, quelqu'un qui considère, non sans quelques raisons objectives, que la République est une République bourgeoise et que l'égalité du droit de vote, c'est un thème qui vous est cher, la démocratie c'est pas seulement le vote, Laval dit c'est une plaisanterie, en fait nous n'avons pas le droit, les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer. Donc Laval vient de l'extrême gauche, il a dévalé la première marche en fait pendant la Première Guerre mondiale, où quand il a compris qu'avocat il pouvait faire une fortune, surtout à la fin de la Première Guerre, en servant un peu la lessiveuse des profiteurs de guerre. Déjà la guerre est un moment de cristallisation des plus grandes inégalités sociales. C'est la phrase que vous connaissez bien d'Anatole France, on croit qu'on fait la guerre pour la patrie, on la fait pour les industriels, et Laval va devenir l'avocat des grands profiteurs de guerre, de ces industriels ou de ces minotiers qui ont fait des fortunes colossales, mais qui ont surtout dissimulé au fisc leurs profits. Et donc Laval est perdu pour ses idées. Et il reste le pacifisme, mais l'égalité sociale, il s'en fiche. Il y a une figure, vous venez de citer l'évolution de Laval pendant la Première Guerre mondiale, vous le citez dans ce livre, c'est Gustave Hervé. Gustave Hervé, qui fut aussi une sorte de radical gauchiste d'avant 14, qui se convertit, antimilitariste, etc., qui se convertit à l'Union sacrée, et c'est lui, et c'est en 1935 qui publie
c'est Pétain qu'il nous faut. Et le livre est raconté. Et en fait, ce livre annonce les grandes lignes des mesures adoptées à Vichy après les votes de juillet 40. Donc on a comme ça des textes qui pouvaient être jugés comme des pamphlets ridicules, comme on jugerait ridicules les phrases d'Éric Zemmour aujourd'hui, et qui en fait annoncent le pire, comme de fait s'installe, vous le mentionnez tous les auteurs, comme une évidence, les États confédérés de Maurras, qui est toujours présent dans notre débat. C'est là que la comparaison... les juifs, les protestants, donc les francs-maçons, les étrangers. C'est-à-dire tout ce logiciel qui va diaboliser toute minorité, toute dissidence, toute altérité est un fond commun. Et là, on revient sur l'union droite-extrême droite. Oui. Il y a un marigot, un remugle. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui font écho. D'abord, cette idée qui, là, pour le coup, est très juste, que les contemporains ont la vision de ce qui est en train de se tramer et une espèce de panique pour ceux qui sont attachés à la République et aux idéaux de la Révolution française, de voir que tout s'effondre progressivement avec des sursauts. Et là, évidemment, ça nous fait penser vraiment à notre période. C'est-à-dire que le premier sursaut qui s'avère évidemment décevant, c'est après le 6 février 1934, qui apparaît à ce moment à la gauche comme une espèce de coup d'État prémédité de l'extrême droite, ce qui n'est pas le cas, c'est pire, parce qu'en fait, il y a une forme de coalition, de déception des anciens combattants qui ne sont pas forcément des fascistes, qui vont se mêler aux authentiques fascistes, ou des royalistes, des Camelots du Roi, des jeunesses patriotes de Tétinger, etc., le 6 février 1934, suite, vous savez, à l'affaire Stavisky. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a des gouvernements d'union nationale, on a cette recherche, notamment du gouvernement Doumergue, d'union sacrée, comme on avait pu le faire pendant la guerre, et comme Poincaré l'avait fait à nouveau pour sauver le franc à la fin des années 20. Et cette thématique de la réforme de l'État. Si on ne réforme pas les institutions, cette obsession de réformer les institutions comme si c'était le cœur du problème, si on ne donne pas plus de pouvoir à l'exécutif, et on voit des gens très différents, de gauche comme de droite, y compris Blum. Blum, jeune conseiller d'État, avait écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous un nom de plume, parce qu'il avait un devoir de réserve comme haut fonctionnaire, l'idée qu'il fallait renforcer l'exécutif, en tout cas soustraire aux préoccupations quotidiennes du Parlement le président du Conseil. Les technocrates dont vous parliez à propos de Laval en économie. Et on voit déjà des attaques très tôt contre l'État de droit, c'est-à-dire que Laval dit dès 1933, au lendemain d'une énième crise parlementaire, on voit que le régime ne tient pas, on va encore essayer, mais il faudra bien trouver autre chose, cette idée qu'il faudra une alternative. Effectivement, Gustave Hervé en 1935, toutes sortes de sondages, d'appel du pied. La démocratie est un embarras. La démocratie est faible. Et cette idée est très fausse, parce que ce qui est drôle, c'est que Laval lui-même le conceptualise très bien. À un moment, je vais y revenir dans un instant, mais ce qui réunit effectivement, c'est cette espèce de méfiance de ces figures que vous avez citées, de gens qui viennent de la gauche parfois. C'est-à-dire que le point commun de Déa et de Doriot, ces néo-socialistes ou ces gens qui rompent avec les communistes, c'est de dire en fait notre régime parlementaire est trop faible. Doriot voit ce que c'est que l'URSS, il dit il nous faut un régime d'autorité. Déa dit effectivement face au nazisme, on ne va pas tenir, il nous faut un régime d'autorité. Les institutions libérales sont trop bavardes, trop lentes, trop hésitantes. L'intelligence collective, ça fonctionne par temps calme, mais pas par temps de tempête. Et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve dans une partie de la droite qui n'a jamais voulu, en fait, qui s'est ralliée. Il faut bien voir que le ralliement de la droite catholique, par exemple, s'est fait très timidement. Ça ne veut pas dire que toute la droite catholique va devenir vichiste, loin s'en faut. En 1940, elle n'est pas encore convertie à une république démocratique et sociale. Elle a bien des réserves. Il y a une petite partie, c'est le sillon. On oublie que Marc Sangnier fait partie du Front populaire. Le Front populaire, on dit souvent que c'est les radicaux, avec beaucoup de réserves, et qui va faire imploser finalement le Front populaire, la SF-Philo et le Parti communiste. Le christianisme social. Le christianisme social, c'est Marc Sangnier qui dit on ne peut pas avoir une démocratie si on n'a pas une démocratie sociale. On ne peut pas avoir la démocratie dans l'État et la monarchie dans l'entreprise. Mais bon, on peut dire que la démocratie chrétienne est encore largement tentée par une vision très inégalitaire de la société, de ceux qui savent, qui ne savent pas. Donc il y a cette idée que la démocratie est faible, et pourtant Laval dit admirablement, face à Mussolini, quand il va en janvier 1935, une des obsessions de Laval, c'est de dissocier le couple Rome-Berlin et de se dire finalement les fascistes, c'est pas très grave, ça nous embête pas. Évidemment, la gauche française est pas sur cette idée. Il va voir Mussolini et il négocie un accord colonial en fait, pour pouvoir essayer de couper l'entente diplomatique entre Rome et Berlin. Il dit on va céder un peu des choses
en Libye, on va céder des choses que nous avons en Tunisie. Et puis, finalement, Laval, pour lui, ce qui compte, c'est vraiment la France métropolitaine. Il n'a pas une vision très impériale, il n'a pas un patriotisme impérial comme peuvent l'avoir un Lyautey ou d'autres à l'époque. Et donc, Laval va voir Mussolini, et la négociation est assez rude. Tout n'a pas été réglé, parce que Laval est un type assez brouillon, qui ne travaille pas, qui, d'ailleurs, ça peut nous rappeler l'époque contemporaine, ne fait pas confiance aux fonctionnaires, ne fait pas confiance à la diplomatie. Donc, il arrive avec un papier, et il dit, en gros, à Mussolini, c'est à prendre ou à laisser. Mussolini dit, je ne peux pas. Et il dit, mais bien sûr que si, vous pouvez, parce que vous êtes un dictateur, donc faites ce que vous voulez. Et nous, la force des démocraties, c'est que moi, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis tenu par la Chambre, je me suis prononcé devant la Chambre sur ce que j'allais faire chez vous, et du coup, en fait, il y a 40 millions de Français qui me prennent en otage, donc j'aimerais bien pouvoir vous faire plaisir, mais je ne peux pas. Et c'est là qu'on voit la force de l'égalité, c'est là qu'on voit la force d'une démocratie. Moi, j'y crois sincèrement, cette idée qu'une démocratie beaucoup plus forte, en fait, Poutine, face à l'Ukraine, normalement, ça devait gagner à toute allure. Et en fait, ce qui fait la force de l'Ukraine, c'est la cohésion d'une nation, c'est la vitalité démocratique, qui est sans doute pas parfaite, mais qui est infiniment plus évoluée. En temps de guerre, avec des protestations, des manifestations qui sont possibles, etc., une presse qui est libre. Et la faiblesse de Poutine, c'est qu'il est tout seul, c'est sa volonté. Alors, oui, bien sûr qu'il décide plus rapidement, plus facilement à court terme, mais à long terme, c'est ce que nous apprend l'histoire, c'est quand même la force de l'égalité et de la croyance que l'intelligence collective est supérieure à celle d'un démiurge qui fait la force de la démocratie. En se promenant, ce serait infini dans le livre, parmi les résonances, il y a cette question, on dit souvent, la catastrophe commence par des mots. Je citais ce livre de Gustave Hervé. Je voudrais juste rappeler, c'est trop peu connu en France, qu'il y a eu un petit sursaut sur les mots en 1939 en France, qui est le décret Marchandeau, c'est ça, oui, bien sûr. Décret Marchandeau. On se dit, mais tout n'est pas, je pense à nos débats d'aujourd'hui sur les médias Bolloré, tout n'est pas des cibles. Tous les mots ne sont pas innocents. Et donc, c'est ce décret visait déjà à l'époque les mots qui blessent, en l'occurrence. La haine, Bien sûr, c'était toute diffamation envers un groupe de personnes non désignées, mais qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée. Avec la déchéance de nationalité, qui visera aussi bien le général de Gaulle que Pierre Mendès France, qu'un poète que vous aimez bien, que je partage cet amour, Alexis Léger, devenu Saint-John-Perse, donc toutes ces figures qui étaient le secrétaire général du Quai d'Orsay, déchéance de nationalité, ne jamais oublier que c'est un premier symbole, et c'est pour ça que ça a beaucoup blessé dans nos débats récents que ce soit à nouveau une arme, mais le 27 août 40, c'est une des premières décisions de Vichy. Voilà, on abroge cette mise en garde. Et je rappelle ça parce que il y a parmi toutes les redécouvertes que popularise le diptyque La bataille de Gaulle, il y a cette figure justement, alors là c'est la démocratie chrétienne dans Côté Lumière, René Pleven, ce breton, et c'est Pleven, ne jamais oublier, dans nos débats d'aujourd'hui, en 1972, il y a une loi qui a été votée en 1972, qui est la première loi, 1er juillet 72, qui vise l'injure raciste, la provocation à la haine et la violence raciale. C'est-à-dire qu'on voit bien, je rappelle Pleven, je rappelle 39, je rappelle l'annulation en 40, que ce débat qui est aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Il y a des mots qui sont des mots criminels, qui nous habituent au crime, c'était déjà là. Oui, c'est très intéressant parce que, vous voyez, dans les journées décisives de juillet 40, Laval, et notamment le 10 juillet 40, donc le jour où les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs présents à Vichy, qui ne sont pas tous là, bien sûr, ça va être un de ces... Les communistes ne sont pas là, il faut préciser. Ils sont interdits. Ils sont interdits. D'ailleurs, on parle de première marche, voilà. On pourrait parler des décrets-lois des années 30 et des pleins pouvoirs conférés à Daladier qui rompent complètement avec la tradition de la démocratie, qui interdit le Parti communiste. Alors, ce n'est pas une dictature, mais c'est déjà un premier doigt de l'engrenage. Dans un contexte qu'il faut rappeler qu'il y a eu le pacte germano-soviétique, Staline qui fait la courte échelle à Hitler dans ce moment-là. Voilà. Mais enfin, les Français ont gentiment délaissé, et les Britanniques, les offres d'alliance avec l'URSS pendant tous les mois qui ont précédé, en envoyant des généraux de deuxième ordre et avec des consignes de ralentir autant que possible toute négociation. Mais c'est encore un autre débat. Mais toujours dans cette idée, effectivement, des mots qui tuent et des premières marches de dégringolade, Laval dit, mais c'est fou comme on ne pouvait plus dire ce qu'on voulait. Sur la
Troisième République, on pouvait, par exemple, fasciste était devenu une injure, on ne pouvait pas se dire fasciste gentiment, hein, c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Et dès le 10 juillet 40, il commence à dire, alors que la République est encore là, on est encore sous la Troisième République, il dit on ne pourra plus devenir député si on n'est pas fils de Français. Et là, il y a Pierre Masse qui est un sénateur d'origine juive, il dit je ne comprends pas très bien ce que vous dites, parce qu'il dit toujours très allusif, là-bas, il essaye toujours de faire plaisir à tout le monde. Il dit non, vous avez bien compris, c'en est fini l'idée que tout le monde est vraiment français à part égale. Et effectivement, on retrouve cette idée typique de l'Action française, des quatre États confédérés, mais typique d'une façon générale de la rupture avec l'idéal universaliste de la Révolution française, c'est de trouver des boucs émissaires. Et effectivement, Laval commence à parler de métèques, à parler d'étrangers. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, au printemps 42, il parlera, alors qu'il se dit limite philosémite, hein, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'a aucun préjugé antisémite, il parlera de détritus en Conseil de ministres quand il s'agira d'accepter de donner les Juifs apatrides. Voilà. Donc, bien sûr que les mots ont du sens, et bien sûr que l'abrogation du décret Marchandeau, qui n'est pas une demande des Allemands, hein, de même que le statut des Juifs, de même que l'interdiction des Juifs dans le département de l'Allier. En octobre 40, le premier statut des Juifs n'est pas une demande de l'occupant, et c'est Vichy et c'est Pétain lui-même qui le durcit de sa main. Absolument. Et Laval le co-signe. Laval qui prétend ne pas être antisémite. En fait, c'est toujours cette idée que pour affirmer la souveraineté française, la différencier de la démocratie libérale anglo-saxonne, en fait, on passe son temps à cracher sur les anglo-saxons, à la fois pour de la politique intérieure, parce qu'après Mercel-Kébir, l'Angleterre est mal vue, mais aussi pour une espèce de politique extérieure extrêmement naïve, en croyant qu'on va complaire aux nazis en allant au-devant de leurs demandes, effectivement en abrogeant le décret Marchandeau ou en commençant à interdire certaines fonctions, notamment dans la fonction publique aux Juifs, mais aussi dans le cinéma, dans toutes les fonctions qui donnent une forme de lumière ou d'influence dans la société civile. Tout était écrit et dit, j'allais dire, à ce moment de juillet 40. Hein. Ils sont 80, c'est ça, à voter contre ? Absolument. Hein, seulement. Hein. Et 500 et quelques à voter pour, hein, c'est ça. Voilà. Là, sur 800 potentiels, mais voilà. Tous ne sont pas là. Certains sont partis, d'autres sont effectivement en prison ou déjà en fuite, certains sont cachés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce vote n'est déjà plus libre. C'est-à-dire que Blum a très bien raconté comment il voit ses amis se dissoudre, comment il y a la pression militaire, la peur physique, le chantage. Laval, moi j'ai retrouvé dans les papiers familiaux de Laval la liste de tous les parlementaires qui sont à Vichy. Et à côté de chacun d'entre eux, il met ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en attendre, ce qu'il peut faire. Et il y a un mélange très étonnant, parce que vous le présentiez à raison comme un maquignon, de promesses, tu pourras avoir un poste, de menaces, on pourra t'enlever ceci, on ne sait pas ce qu'il a dit. Une combinaison parlementaire pour le pire. Mais qui joue dans la peur aussi. Mais quand je vous citez un de ses discours, donc on n'est pas plus tard, hein, si vous entendez par liberté individuelle le droit pour tous les métèques et les étrangers, voilà. Vif applaudissement. L'hospitalité française sera désormais plus réduite. Je préciserai, vous l'avez rappelé, que personne ne pourra être député s'il n'est français depuis plusieurs générations. Et vraiment, enfin, tout ça est déjà écrit. Mais c'est terrible de voir qu'effectivement, le seul à se lever, c'est Pierre Masse, qui est un juriste de formation, qui dit explicitement, mais c'est une rupture avec toute notre histoire de la Révolution française. Et là, ça ne suscite pas de vraies protestations. Donc, quelque chose est gangréné depuis longtemps. Je crois, malheureusement, qu'effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est la comparaison qu'on peut faire avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà des premiers abandons. Vous parliez de restriction des libertés, de l'égalité avant même la défaite. Et on est quand même dans un régime actuellement de restriction des libertés et de l'égalité. C'est-à-dire qu'on a eu, avec souvent des bonnes raisons, malheureusement, les attentats, évidemment, vous parlez de 2015. Oui. Non, je parle d'aujourd'hui. Et je dis qu'on voit avec terreur, effectivement, pour le coup, se redéployer, se banaliser l'idée qu'on peut rogner sur certaines libertés. C'est-à-dire que l'assignation à résidence qu'on a vu pendant les JO de 24, c'est quelque chose qui rompt complètement avec les héritages avant même de la Révolution française. On peut dire qu'on peut remonter à l'habeas corpus, on peut remonter vraiment aux grandes libertés fondamentales depuis la Renaissance. Cette idée qu'on puisse
reprocher à quelqu'un, et là pour le coup on n'est pas dans la désignation de la haine, mais de l'apologie du terrorisme quand on peut défendre des idées écologistes radicales ou avoir un point de vue sur le conflit israélo-palestinien, tout ça ce sont des restrictions quand même assez étonnantes et une forme de défiance en fait, j'ai envie de dire, de perte de la confiance en elle-même de la démocratie libérale. Et c'est là qu'elle se fragilise de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle va au-devant des critiques et qu'elle joue le jeu de nos ennemis. Quand Poutine de l'extérieur ou ses propagandistes nous disent « vous êtes un État faible, décadent, impuissant parce que vous êtes démocrate, vous faites des lois contre nature, contre les grandes lois de la nature sur le mariage pour tous, le genre, le wokisme, etc. » La démocratie, au lieu de rester droite, c'est-à-dire nous sommes un modèle, nous sommes les idéaux en marche de la liberté et de l'égalité, on dit « ah, peut-être qu'on va un peu trop loin » ou peut-être qu'effectivement, il y a un peu trop de liberté qu'il va falloir renier. Et là, effectivement, on joue nos adversaires. Vous décrivez ce qui nous arrive depuis 20 ans, pourrait-on dire, si l'on fait la succession des trois présidences. Et parmi, justement, quand on dit la première marche, il y a un personnage, il y a trois mentions de lui auxquelles j'aime bien qu'on s'arrête. Il est mentionné à un moment en légende d'une image, qui est celui qui était ministre des Affaires étrangères. Il va voter les pleins pouvoirs à Pétain, Georges Bonnet. Il était ministre des Affaires étrangères radical. C'est lui qui reçoit le ministre des Affaires étrangères nazi, Ribbentrop, en fin 1938 à Paris, 38, pour un pacte franco-allemand de bonne entente qui va être signé le 6 décembre 1938. Pacte franco-allemand de bonne entente avec le régime nazi. Je rappelle que Ribbentrop sera jugé et pendu à Nuremberg. Alors pourquoi je vous parle de Bonnet ? Parce que ça a été, dans Récidive, c'était une des trouvailles, j'allais dire, de Michael Fessel. Évidemment, il n'était pas le premier, il y avait Hannah Arendt, mais il l'a repopularisé. Lors de cette rencontre, il faut rappeler ça par rapport à ce à quoi on s'habitue, à nos mots d'aujourd'hui. Je pense évidemment aux Juifs à ne pas venir. À cette horreur de la remigration, de dire, voilà, de parler de grand remplacement comme idéologie criminelle, au fond, d'installer ces deux mots simples, et puis l'envers, c'est la remigration. Donc on va faire partir une partie de notre peuple. Éric Zemmour et d'autres à l'extrême droite, voire dans certaines droites extrêmes, utilisent ces mots, ou dans les médias. Pourquoi je fais ce détour ? C'est que dans cette rencontre officielle, où les deux ministres juifs, Jean Zay et Georges Mandel, sont exclus à la demande des nazis, et la République, bonne fille, se plie, Bonnet dit à Ribbentrop, oui, je suis d'accord avec vous, il y en a trop. Il parle notamment de l'immigration juive populaire venue des shtetls d'Europe centrale. Et nous, on a une solution, toujours imaginaire colonial, une terre sans peuple, un peuple sans terre. On est une grande France, un grand empire. On a une grande île, Madagascar. Et on est d'accord, il faudrait les envoyer tous là-bas. Et c'est oublié, mais le Reich nazi a d'abord étudié ce plan Madagascar avant d'en venir, après la Shoah par balle, à la Shoah industrielle. C'est pourquoi je vous disais que la première marche, ça me plaisait bien, et qu'il ne faut pas non plus accentuer l'effet de sidération de la défaite et tout mettre sur le dos de la défaite en voyant une rupture absolue. En fait, ce qui est la vérité, c'est que les idées et le personnel traversent la Troisième République, Vichy et la Quatrième République. Il y a beaucoup de choses qui continuent et il ne faut pas exagérer la rupture. Noiriel l'avait bien montré en son temps entre la Troisième République et Vichy. L'auteur américain dont le nom m'échappe, l'auteur du Relèvement, a bien montré comment il y a un recyclage également au début de la Quatrième d'idées d'un État corporatiste, etc. Et il y a une continuité de personnel. Beaucoup de mesures de Vichy qui continuent, qui perdurent. Et je dois dire que Georges Bonnet, à cet égard, est un cas d'école. On pourrait citer aussi Camille Chotan, de ce parti radical qui est quand même extrêmement ambivalent, qui est très poreux à l'antisémitisme, qui est prêt, parce qu'on reprochait à demi-mot tout à l'heure le Parti communiste français, et c'est tout à fait exact, d'avoir été l'allié objectif de l'URSS allant, Staline avec Hitler, mais une bonne partie des élites françaises, pas seulement d'extrême droite, au nom du pacifisme, étaient prêts à dire, en fait, la guerre qu'on ferait serait une guerre pour des idées,
et on ne fait pas la guerre pour des idées. La démocratie ne vaut pas la peine. C'est une conception, on va dire, très territoriale, très patrimoniale de la patrie. On défend nos terres, mais on ne défend pas une idée. C'est en ça que De Gaulle rompt complètement avec ce patriotisme. Et puis, cette idée qu'on va être les mercenaires des Anglais. C'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié, mais voire des Juifs. Hein. C'est-à-dire que parce que le nazisme persécute les Juifs français deviennent bellicistes, mais nous devons absolument éviter de faire la guerre pour ce tiers-État, enfin cette espèce de corps étranger, d'autant que, et ça on l'a oublié, parce qu'on retrouve aussi chez quelqu'un qui nous paraît très insoupçonnable comme Giraudoux, on a cette idée qu'en fait, les Juifs assimilés, ça va, ils font partie du paysage, ils ont versé le sang en 14, mais on oublie souvent qu'il y a une loi de naturalisation très généreuse en France, la plus généreuse de notre histoire en 27, qui a naturalisé au bout de 3 ans de résidence en France. Elle n'était pas par philosémitisme, par amour des réfugiés, c'était une loi qui avait un arrière-pensée, c'était la lutte contre la dénatalité. Et ces classes manquantes, ces classes creuses qui n'étaient pas nées à cause de ses enfants morts, de ses parents morts à Verdun. Et l'idée, c'est de dire, d'ailleurs, c'est explicite dans la loi, puisqu'il est bien dit qu'on perd le bénéfice de la nationalité si on est devenu au bout de 3 ans, si on ne fait pas son service militaire. Donc l'idée, c'est de créer des citoyens en armes, et cette naturalisation assez massive de réfugiés politiques allemands, de réfugiés polonais, russes, politiques ou raciaux, donne effectivement une espèce de chambre d'écho nouvelle, un antisémitisme qu'on croyait un petit peu retombé depuis l'affaire Dreyfus, et qui connaît un regain sidérant dans la presse, y compris bourgeoise, la plus classique des années 30. Pour montrer les continuités, je parlais de Georges Bonnet, il faut rappeler que Georges Bonnet, il va reprendre une carrière politique après. Il va devenir député, il sera député de 56 à 68, et là, ça ne manque pas d'ironie, il finira à la FGDS, la formation de François Mitterrand. Alors pourquoi je vous en parle? C'est qu'il y a dans les alertes prémonitoires sur ce qui allait se passer, il y a un journaliste qui n'avait pas encore tombé le masque de ses engagements. Il est dans le Petit Journal, qui était un journal très populaire, y compris les reportages d'Albert Londres avaient été publiés dans ce journal-là. Il va se perdre dans la collaboration. Ce journaliste s'appelle Claude Jeantet, et il fait une campagne avec sondage, quel dictateur pour la France? Et évidemment, ce qui sort, enfin évidemment, rétrospectivement, celui qui sort en premier, c'est Pétain, et celui qui sort en deuxième, c'est Laval. Alors, c'est intéressant parce que ce Claude Jeantet va évidemment se perdre dans la collaboration, être un journaliste tout à fait engagé dans l'antisémitisme, et il a un frère, Gabriel Jeantet, qui va être au Conseil national de fondation du Front national de Jean-Marie Le Pen, en 1972, quand Jean-Marie Le Pen crée le Front national, il y a Gabriel Jeantet, qui était une figure journaliste de la collaboration, et ironie sinistre par rapport à cette histoire qui, le remugle, c'est cette droite et cette extrême droite, mais c'est de montrer comment on n'a pas parfois clarifié les choses et que certains ont fermé le placard. Gabriel Jeantet fut le parrain de François Mitterrand pour Saint Francis. Le président qui a fermé ce placard si longtemps pendant les 14 ans de sa présidence. Alors là, ce qui est intéressant, je pense que vous mettez le doigt sur le fait qu'on est aujourd'hui dans une reconfiguration des droites extrêmes et de l'extrême droite qui est un peu paniquante parce qu'elle arrive à, d'une part, retrouver l'héritage, on va dire, de cette extrême droite vichiste qui essayait à la fois de justifier une vision hiérarchique de la nation avec un nationalisme excluant, avec des boucs émissaires, et en même temps cet appel au peuple qui est assez typique du légitimisme pour prendre en tenaille les classes moyennes et dire finalement il y a le bon peuple paysan, ou y compris aussi ouvrier. D'ailleurs Laval joue cette carte-là. Dans une vision autoritaire, c'est moi qui institue le peuple. C'est moi qui dis je suis le peuple. Je suis le peuple. C'est moi qui dis le peuple, mais je le défends mieux finalement que les socialistes. C'est-à-dire que Laval reçoit les patrons à Vichy à l'été 40 en disant vous avez vu la part belle sous le Front populaire, parce que finalement Blum il vous a pas fait très mal, il vous a à peine égratigné. Moi vous allez arrêter de les voir. D'ailleurs vous racontez d'autres réunions avec les patrons. Absolument. Oui, il fait le point, 200 quelques patrons qui sont réunis à un moment, vous racontez absolument. Ça. Ouais. Et il prétend les affronter mieux, il prétend mieux défendre le peuple, incarner les intérêts du peuple mieux que le peuple lui-même. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans le Rassemblement national tout un héritage de cette coalition, on va dire un peu hétéroclite, mais quand même qui a sa cohérence, qui est donc d'être
ultranationaliste avec une conception excluante de ce qui est impur, ce qui ne doit pas rentrer dans la nation. Identitaire, on pourrait dire, vous avez raison, et en même temps avec une espèce de dynamique qui peut la rendre effectivement compatible avec le fascisme, qui est l'idée de masse, l'idée de prendre justement au parti de gauche la dynamique sociale de la masse. Et puis vous avez de l'autre côté cette droite technocratique dont je vous parlais, donc on peut dire que le Rassemblement national, en tout cas la tendance Marine Le Pen, ni droite ni gauche, va beaucoup dans cette... chercher puiser un imaginaire politique dans cette histoire-là. Et puis vous avez plutôt la nuance Bardella au sein du Rassemblement national ou Zemmour, qui est plutôt dans cette droite, on pourrait dire, compatible avec un néolibéralisme technocratique, où on va s'allier avec les patrons, avec ceux qui savent, et on va rester moderne. Comme le techno-fascisme de la Silicon Valley, l'univers qui paraît cool, parce qu'il est moderne. Et en fait, on a toute cette droite qui adhère aux formes modernes du management, qui adore finalement la modernité technique, technologique, comme on a pu le voir d'ailleurs dans le nazisme. Et cette modernité-là, ce qu'ils retiennent de cette modernité, occulte le fait que ça reste profondément des antimodernes dans la mesure où ils veulent la liberté pour eux, mais pas pour les autres, et ils ont une vision clairement hiérarchique, très assumée de la société avec ceux qui savent pour les autres. Alors, il y a un personnage, il y a plusieurs personnages par rapport à comment se font ces dérives qui sont citées, y compris, je viens d'en citer dans le monde médiatique, hein, les figures que je viens de citer. Bon, il y a des figures intellectuelles, Jacques-Benoît Méchain, qui est profondément antisémite, qui va devenir un spécialiste du monde arabe après-guerre, mais qui vraiment va être un ultra de la collaboration. Un grand auteur d'une histoire de l'armée allemande qui lui donne une forme de crédibilité au départ, y compris dans les milieux militaires, parce que ça n'existe pas à l'époque, un bon germaniste. Mais un drôle d'animal, oui. Il y a un écrivain que certains de nos écrivains aujourd'hui aiment encore, qui est Paul Morand, qui va être le propagandiste de Laval, y compris c'est lui qui écrit la brochure et qui écrit la brochure sur ce qui est Laval, publiée par Flammarion, hein, parce Absolument. Que les noms des maisons d'édition vont pour beaucoup d'entre elles survivre malgré tous leurs arrangements avec l'occupant et la collaboration. Mais il y a un personnage sur lequel il faut s'arrêter, qui est central, et cette histoire nous a... Quelqu'un de sympathique ou pas, ou toujours pas? Non, oui, je vois le livre que vous prenez. Non, là, non, parce qu'on aimerait bien ne pas avoir que des anti-héros, mais non. On visite les monstres, là. Mais ce monstre-là est un monstre ordinaire. On a été privé par son assassinat par un illuminé de son procès, et qui est René Bousquet, qui était le responsable modernisateur aussi de la police, secrétaire général de la police, hein, qui est au cœur, et vous montrez bien dans le livre sa responsabilité. Je montre ça, c'est notre collègue Pascal Froment qui a fait la biographie de référence sur René Bousquet. Et René Bousquet, qui a été, nous le savons, défendu par cet héritage de vichisto-résistant, mais pas gaulliste, justement. Hein, c'est ça qu'a récupéré en partie François Mitterrand, et qui est quand même l'artisan. Il y a Laval côté politique et politicien, et il y a Bousquet côté administration. Parce que par ailleurs, c'était un préfet brillant, un préfet efficace. Et c'est un homme qui vient plutôt de une mouvance radicale socialiste. C'est quelqu'un qui joue au rugby avec René de Chambrun, le gendre de Laval, qui est un esprit brillant, et il fait partie de ces ambitieux, de ces carriéristes qui vont profiter du contexte historique pour faire avancer leur carrière avant tout. Et l'idée, si vous voulez, de Bousquet, c'est de dire ce qu'il faut à tout prix, et là il rejoint Laval, c'est sauver la souveraineté française. À la fois parce qu'on va, encore une fois... Faire le sale boulot nous-mêmes. Faire le sale boulot nous-mêmes, parce qu'on montre à l'opinion publique française qu'on n'est pas un gouvernement fantoche, que la carte de la collaboration était un pari politique osé mais intelligent, et puis parce qu'on arrive à se persuader qu'on va pouvoir louvoyer selon les moments. Et en fait, c'est vrai que ce sont on pourrait dire, c'était une expression de l'extrême droite, donc je ne devrais pas le reprendre à mon compte, mais c'est exactement ça, la politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire que tant que les Allemands sont les plus puissants, on va du côté des Allemands. Puis vers l'été 43, quand on commence à hésiter, on commence à rechigner à donner les Juifs. On donne quelques gages. Mais... Et effectivement, il y a un accord qui est formalisé avec les chefs de la Gestapo à Paris. Donc, et n'oubliez pas les enfants. Et prenez les enfants. Prenez que les Allemands enfants. n'en veulent pas.
C'est-à-dire que rien dans les déportations, dans le système concentrationnaire allemand n'est prévu pour prendre les enfants. L'idée, c'est quand même d'aller faire travailler les Juifs. C'est ça la rhétorique officielle, puisqu'on est quand même dans une politique d'extermination qui ne s'assume pas, il ne faut pas l'oublier. Secrète, qui est cachée. Elle est secrète, elle est féminine. Alors, Laval sait, Bousquet sait, ils le savent parfaitement, ça, en creusant je ne suis pas le premier à le dire, je ne suis pas le seul, mais j'apporte quelques éléments nouveaux. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils envoient les Juifs à la mort. Et Laval et Bousquet demandent que les enfants de moins de 16 ans soient pris pour des raisons, là encore, de politique intérieure. Alors, on peut y voir une forme de réconfort, c'est que Laval sait qu'à chaque fois on connaît dans ces scènes, notamment de Chagrin et la Pitié, quand on sépare une mère de son enfant, ça crée de l'émotion, de l'empathie, même chez quelqu'un qui n'est pas forcément hostile à l'antisémitisme d'ambiance, il y a quand même quelque chose qui met très mal à l'aise quand on voit un enfant de 5 ans être arraché. C'est un pragmatisme cynique, donc, mais criminel. C'est montrer qu'on est maître chez soi, c'est cacher ces scènes d'horreur, et c'est effectivement quelque chose qui sidère les Allemands, qui sont saisis par cette proposition de Laval, qui veut faire du chiffre. Et ce qu'on rappelle dans le livre, c'est qu'il y a des quotas, que ce soit sur la relève qui essaye d'éviter la STO, c'est le travail contre des prisonniers libéraux qui libérés, ça va finir travailleurs contre un. Oui, ça c'est pas dit au début, mais c'est toujours ces jeux de dupes où Laval croit être un bon négociateur, il se fait toujours rouler dans la farine parce que le rapport de force est asymétrique. Mais donc, que ce soit dans la relève ou dans les Juifs, les déportés ratios, comme on dit à l'époque, les Allemands exigent des chiffres en valeur absolue, les Français les honorent grâce à la bonne machine administrative. C'est cette chose terrible de voir, et là aussi ça peut nous faire frémir, comment un État qui est très organisé, très centralisé, avec des préfets qui fonctionnent, qui sont changés quand ils ne donnent pas satisfaction par Laval, eh bien, vont donner les enfants juifs pour arriver aux chiffres réclamés par les Allemands, ce qui déstabilise un peu, ce qui surprend les Allemands, qui voient effectivement Laval pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui, d'une certaine façon, n'a même pas la logique idéologique qu'ils ont de penser que, puisque Chapoutot a très bien montré comment les Allemands ont une version évidemment positive de leur politique, pensent qu'ils vont épurer d'un péril pour la civilisation occidentale. Laval ne pense même pas ça. Il ne pense pas que les Juifs sont un corps étranger qui mine, qui sape la civilisation. Laval veut faire plaisir aux Allemands, veut avoir la paix dans son pays, donc va donner ses enfants. Et Bousquet rentre dans ce jeu et va pourtant, pendant le procès de Laval, lui dire Président, vous allez pouvoir vous défendre, vous allez montrer à quel point vous avez jugulé la politique des Allemands, comme vous l'avez contrôlée. Et en fait, c'est tout l'inverse. Laval a répondu aux demandes des Allemands en hiérarchisant, puisqu'on est tout à fait dans une vision d'extrême droite de Laval, de hiérarchie. Et donc, effectivement, il va considérer que les Juifs apatrides, les Juifs étrangers, sont les premiers à donner. Et effectivement, quand vient le tour des Juifs français, c'est pas qu'il y tient ou qu'il veut les protéger, c'est que le vent de l'histoire a tourné et que les Allemands ne sont plus en mesure, leur appareil répressif est tourné vers autre chose, de les obtenir par la force. Et Laval retrouve une forme de possibilité de négociation avec Stalingrad, le débarquement en Sicile, la chute de Mussolini, etc., l'été 1943. Mais en fait, on est toujours sur cet escalier, la première marche qui coûte, pour montrer comment, parce que c'est ça qui est intéressant et qui nous interpelle, c'est-à-dire, ce serait facile de dire ce sont des gens qui nous sont totalement extérieurs, des idéologues, des nazis, des fascistes, tout. Il y a même une anecdote que vous citez, que je ne connaissais pas, qui est qu'en mai 1942, un préfet, pas n'importe lequel, qui est en disponibilité, qui lui a dit non à l'occupant, c'est Jean Moulin qui va et Jean Moulin raconte à De Gaulle que Bousquet, qu'il a été sollicité, m'est arrivé aventure piquante, a été convoqué à Vichy, donc on est en mai 1942, il est déjà l'homme qui va fédérer les mouvements de résistance, que le CNR permette que De Gaulle sorte de l'aventure personnelle dans l'alliance avec ce qui reste d'estimable dans la politique, le syndicalisme et la vitalité politique et de la société. J'ai été convoqué à Vichy où, au nom de Laval, secrétaire général Hilaire m'a offert préfecture importante et refusé, me déclarant contre collaboration et révolution nationale, espère que mon refus n'aura pas de conséquences graves. Voilà ce que Moulin... Vous voyez, c'est passionnant. Pourquoi est-ce que Laval fait ça? Hilaire, c'est le chef de la police, c'est l'équivalent de Bousquet pour la police, et c'est quelqu'un qu'on a complètement oublié d'ailleurs, qui s'en est très bien tiré après la guerre. Bousquet était pour la police. Oui, alors en fait, il y a le secrétaire général de l'Intérieur et de la police. C'est ça, voilà. Et donc Hilaire est l'équivalent à l'intérieur de la police. Ils ont à peu près le même rang. Il y a Bousquet, il y a Leguet, il y a Hilaire. Voilà. C'est ça, ils sont trois personnages.
Et Hiller est passé complètement... mais bon, ce qui est fascinant, c'est que Laval, en avril 1942, précisément pour se démarquer parce qu'il a quand même été limogé le 13 décembre 1940 par, on va dire, la nuance légitimiste, Action française, réactionnaire de Vichy, et donc pour montrer qu'il est d'une certaine façon l'héritier des Républicains, travaille avec Bousquet, qui est donc plutôt d'origine radicale socialiste, et va chercher Moulin, qui est sidéré qu'on puisse penser à lui. Quand il prend quelqu'un comme Jardin également comme dans son cabinet, Laval envoie des signaux, et il cherche à toute force, Dieu merci, il en trouve très peu, à faire venir auprès de lui des élus ou des préfets qui ont une image de républicains, y compris quelques francs-maçons, ou des gens qui pourraient apparaître comme des héritiers d'une république qu'ils ne récusent pas complètement. D'ailleurs, il dit à un moment dans un de ses discours, entre deux phrases où il dit « je souhaite la victoire de l'Allemagne », il dit un jour, nous retrouverons suffisamment d'autonomie pour retrouver nos chères libertés. Ce n'est pas le temps, mais en gros, je ne renie pas Marianne, je ne renie pas la République à la différence des autres. C'est une logique les politistes diraient de distinction, de démarcation, ou les sociologues à la Bourdieu diraient, voilà, c'est une façon de se distinguer des autres au sein d'un univers très concurrentiel à Vichy. Mais ça montre aussi, et c'est d'une certaine façon l'honneur, j'ai envie de dire, de la France occupée, que s'il joue cette corde-là, c'est qu'il sait que l'opinion publique n'est quand même pas très contente de ce qui se passe, qu'il sait qu'elle n'est pas très contente de la rafle du Veldiv qui va arriver en juillet 1942, mais déjà aussi en zone non occupée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Grenoble, que dans la zone sud, également la police française, sans aucune contrainte, j'ai envie de dire, militaire, rafle également. Et donc, il y a quand même cet hommage, en fait, du vice à la vertu, d'une certaine façon, de Laval, qui se sait, ou qui pense, il se fourvoie, tout le monde le déteste, mais il pense encore avoir une image héritée de son socialisme originel, d'homme proche du peuple, d'homme attaché aux libertés républicaines, à la différence de Pétain, dont il voit bien qu'il incarne une autre tendance, plutôt cléricale et militariste, d'une droite à laquelle il ne pense pas appartenir, même s'il l'a ralliée depuis longtemps. Il y aurait plein d'autres choses à évoquer, je voulais évoquer, mais on n'aura pas le temps. Un autre aspect de vos travaux qui m'intéresse beaucoup, qui est ce que vous avez fait sur les essais nucléaires dans le Pacifique, mais ça nous éloignerait, c'est les questions de la puissance, et de la continuité d'autres thématiques. Mais je voudrais qu'on termine par une question. Il y a une résonance entre la fin de votre travail collectif et la fin du livre pionnier de Paxton, et qui est une question qui interpelle notre présent, sachant quelles échéances nous pouvons avoir avec la légitimité électorale que peut avoir, comme la légitimité de ce qui s'est passé comme vote à Vichy. Voilà, j'ai une légalité, mais non, c'est pas légitime, dira De Gaulle, et la France et la République, elle est à Londres, mais les autres diront, mais c'est vous qui êtes un dissident, qui êtes un terroriste, qui êtes... comment on se dresse au point de vue un factieux face à des valeurs supérieures. On peut se retrouver dans quelque temps en France avec un pouvoir inégalitaire, identitaire, autoritaire, et avec toutes sortes de figures ressemblant à ce qu'on vient de décrire, qui s'en accommodent. Et voici ce que dit Paxton. Je voudrais que vous commentiez à la fois ce que dit Paxton et ce que vous dites collectivement à la fin de votre livre. Il est parfois dans l'histoire d'un pays un moment cruel où, pour sauver ce qui donne son vrai sens à la nation, on ne peut pas ne pas désobéir à l'État. En France, c'était après juin 1940, dit Paxton. Et à la fin de votre travail collectif, comment éviter d'abandonner le pouvoir politique à de tels individus, ceux que nous venons d'évoquer, de tomber sous la coupe de dirigeants toxiques et malhonnêtes, entraînant les peuples dans leur délire revanchard et nationaliste? Telle est la question toujours plus cruciale qui se pose à nos sociétés démocratiques en crise. Écoutez, cher Edwy Plenel, je vais vous dire, je vais rebondir sans porter un jugement moral, parce que je n'ai évidemment aucune qualité pour le faire, mais par une anecdote historique, enfin un fait historique. Le réquisitoire à la fin du procès de Laval, qui est par ailleurs un mauvais procès pour plein de raisons, est dressé par un procureur qui s'appelle André Mornay, qui avait déjà été utilisé à la fin de la Première Guerre mondiale pour attaquer le pacifisme de Caillaux et de Malevy, et qui s'est totalement déshonoré sous Vichy en présidant l'une des commissions de dénaturalisation. On évoquait tout à l'heure la loi de 27 qui avait naturalisé très généreusement, et une des astuces de Bousquet, c'était de dire on ne donne pas les Juifs français, mais on dénaturalise les Juifs, donc ils deviennent étrangers
l'étranger, donc on peut les livrer aux Allemands sans avoir l'impression de faire une faute en termes de souveraineté. Et donc André Mornay, qui est un petit peu morveux, on pourrait le dire, est d'autant plus exigeant vis-à-vis de Laval. Et quelle est l'essence de son réquisitoire? Il dit finalement, la France a failli se déshonorer. La France a failli devenir immorale à cause de vous, Pierre Laval. Et en fait, il utilise évidemment l'effet paratonnerre. Donc Pierre Laval dit, et on aurait pu se déshonorer durablement en n'ayant pas honoré notre parole par rapport aux Alliés, c'est-à-dire en ayant rompu le front que nous faisions avec les Anglais. Et puis, si ça avait été la France tout entière, évidemment, il peut s'en tenir que grâce à De Gaulle, l'idée que ce n'est pas la France tout entière. Mais si ça n'avait pas été, s'il n'y avait pas eu les résistants admirables et la France libre, la France se serait déshonorée. Tout est dans le si, parce qu'évidemment, il veut s'enlever la macule. Il fait partie de ceux qui sont déshonorés. Mais donc, le crime le plus féroce qu'il reproche à Laval, et comme historien, c'est assez intéressant, c'est de dire, en fait, vous auriez laissé une tache dans l'histoire de France, vous auriez déshonoré durablement la France avec cette politique de collaboration que, Dieu merci, les Français ne voulaient pas, que vous avez imposée aux Français, et que Dieu merci a été refusé à la fois par les résistants de l'intérieur et par ceux qui ont dit non à l'extérieur. Et effectivement, ce sont ceux qui ont dit non, ce sont les factieux à Londres, ce sont les résistants. Très tôt, le joli film qu'on a déjà évoqué plusieurs fois montre comment ce sont les étudiants qui, les tout premiers, enfin parmi les premiers, le 11 novembre 40, vont manifester. Ceux qui disent non, effectivement, à une égalité qui n'est pas légitime, qui ont sauvé en fait l'honneur de la France. Et en fait, si on revient perpétuellement, et si on s'entretient aujourd'hui, et si on a peur d'une récidive, pour reprendre le titre que vous évoquiez tout à l'heure, c'est bien parce qu'on a tous un petit peu cette macule en nous. C'est-à-dire que nous, comme Français, on n'est pas très fiers de cette espèce de triple défaite militaire de 40, politique de consentement à cette suicide de la République et aux héritages de la Révolution française, et puis diplomatique pour le pire, avec cette collaboration avec l'Allemagne nazie. Et en fait, la meilleure façon de ne pas se sentir tenu par cet héritage qui abîme l'image que nous avons de la France que nous aimons, cette certaine idée de la France, c'est bien sûr de ne jamais repartir dans ce mauvais chemin qui dévoie ce qui fait l'honneur et la joie d'être français, c'est-à-dire au contraire la recherche de l'universalité et de tout ce qui et toutes les forces qui nous élargissent vers le monde et non pas qui nous rétrécissent et qui nous divisent. Merci Renaud Wels, merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour votre invitation. Mediapart.